Allô, oui, tu peux y aller. Alors, très bien. Bonjour à tous. Loïc Féjos pour le projet Phoenix, effectivement, un projet de cloud orbital open source porté par l'association Open Space Maker. Donc, je suis historiquement plutôt porté sur les systèmes embarqués critiques et aussi beaucoup sur l'ingénierie système. Par le passé, j'ai eu affaire aussi à travailler effectivement avec le CNES pour faire des outils d'aide à la conception de systèmes embarqués critiques, que ce soit aérospatial d'ailleurs ou automobile. Aujourd'hui, je suis plutôt dans les bioprocédés en fait, qui vont de l'embarquer au data lake dans le cloud. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le projet Phoenix, un cloud orbital open source. Et tout de suite, je vais laisser la main à notre président, Damien Hartmann, qui va prendre la main sur ce slide-là. Et après, je continue la présentation. Oui, bonjour à tous, donc Damien Hartmann, moi je suis effectivement président de l'association Open Space Makers et puis aussi contributeur dans l'équipe projet Phoenix. Alors concrètement, il est probable que la plupart d'entre vous soient familiers de Fédération, au moins de loin, puisque c'est une initiative qui a quand même été lancée par le CNES en point de départ et qui a d'abord suivi sa gestation de départ au sein du CNES. L'idée derrière Fédération, c'est de permettre au grand public au sens large, à des citoyens au sens large, de s'impliquer dans des projets de conception et de fabrication de matériel spatial en open source. Et donc ça, c'est un des points clés de l'open source derrière, puisque l'idée, c'est de dire que c'est des gens sur leur temps perso. Typiquement, Loïc et moi, là, on est techniquement sur notre temps de travail actuellement, mais on prend l'heure pour être de côté avec vous, sur nos activités pro à côté. Et là, on est bien dans le cadre de nos activités bénévoles associatives. Et donc, aujourd'hui, il y a presque 600 membres dans l'association qui consacrent de un peu à beaucoup de leur temps perso dans les différents projets. Il y a des projets dans beaucoup de domaines. Vous pourrez aller voir facilement sur fosm.space pour voir un petit peu le type de projets qui sont menés. L'un des points clés en fait de Fédération, c'est d'offrir un cadre pour que justement des projets puissent être menés par des contributeurs bénévoles, mais qui peuvent clairement s'ancrer dans le domaine du spatial. Et la base de ce cadre-là, c'est la charte fédération. C'est un des points clés. La charte fédération, elle permet notamment de focaliser un peu les différentes valeurs clés de l'association. Alors, il y a des aspects en termes de collaboration, d'ouverture, et puis un autre point aussi clé derrière de responsabilité. On a des sujets beaucoup aujourd'hui autour du contrôle des exportations parce qu'il n'y a pas que des projets de sondes pour aller explorer l'espace ou de reproduction de ressources sur Mars. Il y a aussi des projets de lanceurs et de systèmes liés aux lanceurs qui sont lancés. Donc voilà, il y a pas mal de sujets autour de tout ça. Toujours est-il que depuis maintenant 4 ans, puisque l'association elle a 4 ans, elle a été encore une fois lancée à l'initiative du CNES. Depuis 4 ans, on a avancé sur créer en gros l'infrastructure qu'il faut pour permettre au projet de se développer. Alors une autre grosse partie de notre action, elle se passe autour de la mise à dispo d'une plateforme web collaborative, donc qui offre notamment Forge logiciel GitLab, qui va offrir des outils de partage de fichiers type Nextcloud, des outils de conversation Rocket Chat, tout ça de façon hébergée sur des serveurs en France avec notre politique de sécurité des systèmes d'information, etc. derrière. Et puis, on apporte aussi un des points clés, parce que quand on parle de matériel open source, on parle aussi de réalisation de prototypes. On va apporter des ressources, alors qu'elles soient matérielles ou financières, pour aider les projets à se développer. On ne parle pas de gros budget à chaque fois, mais bon, on le verra notamment dans ce qui va être présenté après. Il y a de la réalisation de prototypes. L'idée, c'est d'aller assez vite vers, allez, on teste avec des proto-hardware pour pouvoir faire du développement, éventuellement software par-dessus, en tout cas de l'expérimentation hardware directement. Voilà, en très rapide sur Fédération, et qui est donc le cadre dans lequel le projet Phoenix a été lancé, officiellement le projet a été lancé il y a 1 an maintenant, et donc il a fédéré une petite équipe pour l'instant qui avance dessus, et Loïc va expliquer le détail. Damien, encore peut-être deux chiffres, on va dire, le nombre d'adhérents et le nombre de projets, puisque les deux sont assez conséquents, je trouve. Oui, alors aujourd'hui, il y a donc
je disais, autour de 600 adhérents dans l'association, sachant concrètement, hein, parce qu'il faut aussi regarder, quand on parle des corps contributeurs versus, enfin on connaît ça dans les communautés open source, là, il y a les corps contributeurs et il y a des gens plus satellites, on va dire, par rapport à tout ça. On va dire qu'il y en a à peu près 10% qui sont des contributeurs très réguliers. Et puis ensuite, voilà, il y a la masse plus large de ceux qui vont faire de la contribution ponctuelle ou qui sont là pour suivre un petit peu et se tenir au courant. Et puis à côté de ça, en termes de nombre de projets, alors on est à une quinzaine de projets aujourd'hui en cours, sachant qu'il y en a certains, et c'est aussi lié au fait qu'on soit dans un cadre bénévole, hein, c'est que les gens, la priorité mise sur ce sujet-là, elle n'est pas au niveau 1 ou 2, quoi. Il y a généralement avant la partie pro, la partie famille qui passe, et ensuite il y a le temps qu'on peut passer sur les projets. Donc on va dire que au gré des moments et de l'activité de chacun, il y a entre 10 et 15 projets qui sont actifs à un moment T. En tout cas, aujourd'hui, voilà, on peut dire qu'il y a entre une douzaine de projets vraiment actifs avec des productions en cours. Très bien. Donc, effectivement, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'appelle-t-on Cloud Orbital? Donc, l'idée, en fait, c'est de fournir une constellation de satellites, mais surtout as a service, c'est-à-dire que tout à chacun, dans les conditions évidemment à définir par une entité qui va supporter le projet, l'accès à différents satellites. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à ce qu'on trouve très régulièrement, la constellation de satellites, elle ne va pas être uniforme. On veut vraiment une hétérogénéité dans ces satellites-là. Donc, on cherche à avoir une hétérogénéité dans les orbites, évidemment, basses, moyennes, hautes, géostationnaires, etc. Dans les types de communication aussi, de même dans la puissance de calcul et des capacités de stockage. Alors, pourquoi on voudrait faire une telle constellation? Et c'est là, en fait, où on veut quelque chose d'ouvert, dans les usages et que tout reste un peu ouvert et on va supporter des cas d'usage externes. Nous, on est là pour fournir l'infrastructure. Donc, par exemple, on pourrait imaginer des pré-traitements, c'est-à-dire on pourrait accéder à un satellite tiers, hein, communiquer à un satellite tiers pour réceptionner des données de sa part, pouvoir faire un calcul et un stockage court intermédiaire, puis le transférer à un autre satellite pour un stockage moyen terme, peut-être imaginer le transférer à un satellite géostationnaire pour finalement le recevoir en haute vitesse par la station Sol. On pourrait imaginer aussi un cas d'usage beaucoup plus standard, un transpondeur, c'est-à-dire une conversion à la volée, donc une réception, une transformation et une émission. Donc là, on pourrait imaginer, en voyant la photo, que le nœud Phoenix Node 1 au milieu, là, il est unique pour chaque customer satellite. Mais non, bien l'idée, évidemment, c'est que ce nœud intermédiaire, il change au fur et à mesure, évidemment, de l'état de vol ou de l'état du satellite, tout simplement. Alors, pourquoi on pourrait vouloir faire ça? Imaginons que vous ayez envoyé un satellite en orbite, mais qu'au démarrage, il y a eu un problème. Par exemple, la station, l'émetteur radio du satellite tiers, soit défaillants ou ne fournissent pas toute la puissance disponible à cause de cela. On pourrait imaginer comme cela, quand même utiliser des satellites qui ne seraient pas complètement fonctionnels, par exemple. Ou ça peut être aussi pour adapter des technologies un peu vieillissantes de certains satellites à des communications plus rapides, pour avoir une descente d'informations plus rapide. On pourrait imaginer aussi du calcul déporté. Par exemple, si à l'origine de lancement du satellite, il n'y avait pas de capacité de calcul suffisante et qu'actuellement on puisse le déporter, évidemment, il faut quand même prévoir l'extensibilité initiale. On pourrait imaginer transférer ce calcul-là à un autre satellite. Pourquoi? Ça peut être afin d'économiser de l'énergie, par exemple, faire du calcul d'évitement ou utiliser de l'accélération matérielle qui n'était pas disponible à l'époque ou pas possible, encore une fois, ou etc. Et l'idée, évidemment, c'est de pouvoir faire plusieurs sauts aussi dans le satellite, dans le cloud orbital Phoenix. On peut ici aussi imaginer une station Sol, mais qui serait en orbite. C'est-à-dire que le station Sol communiquerait les commandes à des satellites Phoenix qui, à la fin, retransférerait ceci aux satellites tiers au bon moment. Donc, on applique et on agit comme une station Sol. Ça aussi, on pourrait imaginer d'autres choses. On pourrait imaginer des cas d'usage un peu plus buzzword, hein, l'IoT blockchain, suivi d'une blockchain orbitale, etc. On peut s'amuser un peu dans tous les sens, mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire on ne veut pas fournir un cas d'usage en particulier, mais on veut pouvoir fournir l'infrastructure à tous ces cas d'usage-là. Donc, c'est vraiment l'objectif
d'être très, très ouvert sur l'objectif final en fait, de l'infrastructure. Bien évidemment, il pourrait y avoir des conflits d'usage, il pourrait y avoir des priorités aussi. Donc, toutes ces questions-là sont aussi posées dans un sous-projet du projet Phoenix, c'est comment arbitrer ces cas-là, etc. Donc, ça soulève beaucoup de questions sur le fond, mais du coup, c'est très intéressant et ça ouvre beaucoup de perspectives pour faire le pas de côté nécessaire dans ces cas-là, on va dire. Et puis enfin, je disais, Phoenix c'est une constellation de satellites, mais ce qu'on veut aussi, c'est que cette constellation elle soit ouverte à des éléments tiers, que ce soit des stations sol, que ce soit des satellites. L'idée, c'est de pouvoir partager des satellites au sein de cette même infrastructure, du coup, pour fournir de nouvelles capacités. Ou ça peut être aussi pour étendre la couverture. Ça peut être aussi pour valoriser financièrement l'usage d'un payload. Si par exemple un payload, le payload principal du satellite n'est actif que dans une certaine région et qu'on voudrait qu'en dehors de cette région-là, il n'est pas valorisé, on pourrait imaginer le valoriser en pouvant déporter des calculs ou refaire d'autres mesures de ce payload-là au travers de l'infrastructure Phoenix. Évidemment, on peut aussi imaginer cela juste pour accroître la résilience des infrastructures. Enfin, j'évoquais aussi la partie station sol, puisque des projets comme SatNox ou d'autres ont déjà cette volonté d'avoir un réseau, un maillage de stations sol, au moins en réception, partiellement aussi en émission. Et nous, on aimerait pouvoir s'intégrer évidemment avec l'existant, tout en fournissant des choses compatibles. Je ne sais pas si, Damien, tu veux ajouter des éléments à ce stade-là de la présentation. Sinon, je continue. Tu peux continuer. Parfait. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de l'idée à la réalisation. Et j'espère pouvoir lever chez vous plein de questions. En fait, je n'ai pas forcément beaucoup de réponses à apporter, mais vous allez voir qu'il y a un certain nombre de similarités qui sont intéressantes à évoquer. Donc évidemment, quand on a commencé à penser à Phoenix Cloud Orbital, on a commencé à imaginer un premier satellite. Donc on s'est mis en tête tout le plan de développement assez classique, comment définir, enfin comment produire tous les documents nécessaires et la maturité, et comment atteindre la maturité évidemment pour pouvoir faire voler un premier satellite. Donc, on s'est mis en ordre de bataille. Jusque-là, rien de particulier. On a commencé toute une partie ingénierie système aussi à base de Capella, qui est un outil d'ingénierie système basé modèle, très utilisé dans l'aérospatiale. D'ailleurs, au passage, il est aussi très intéressant à utiliser dans d'autres domaines que son domaine d'origine, la méthode a été conçue par la méthode Arcadia a été conçue par Thales, l'outil, le développement supporté par Thales aussi, mais à savoir qu'il s'applique très bien dans des produits cloud aussi et dans d'autres domaines. Donc n'hésitez pas à regarder aussi de ce côté-là. Donc on a commencé une analyse, on a commencé des choses, etc. Et puis ce faisant, peut-être, si je peux juste rajouter un point, Loïc, sur la partie ingénierie système, c'est notamment super important quand vous êtes une équipe au départ de 3-4 bonhommes qui se dit, allez, je vais me lancer dans la réalisation d'une constellation orbitale. Alors qu'on est 3-4 bonhommes en bénévole sur les quelques heures qu'on peut y consacrer par semaine. Et en fait, le fait de dire, allez, on part de notre gros point de départ qui est le service final qu'on veut rendre, et de pouvoir dire, avec l'ingénierie système, c'est quand même le gros intérêt, c'est de pouvoir diviser tout ça en tâches, de diviser tout ça en sous-systèmes, en différentes couches et de descendre de plus en plus bas pour arriver à quelque chose très concrètement qui fait, ok, ce week-end, j'ai tant de temps à y passer, voilà ce sur quoi je peux avancer concrètement. J'ai mon petit truc qui est bien borné, c'est pas en tant que tel, ça va pas être trop intimidant comme tâche à prendre en compte. Et pour autant, je vois bien le rattachement au système complet. Et cette approche ingénierie système, elle est clé dans le projet global et dans l'avancement du projet global. oui, et en plus, pour avoir de l'expérience dans le domaine, effectivement, je pense que c'est un outil qui est très adapté aussi à des petits et des moyens projets. Donc, c'est vraiment quelque chose à creuser, quel que soit le domaine. Y compris le domaine logiciel d'ailleurs, et le domaine cloud aussi.
Bien, pour revenir donc sur le démonstrateur orbital, donc on a aussi commencé un concept of operation pour un premier satellite démonstration, donc où là on se fixe comme objectif de pouvoir exécuter du code en orbite, mais qui aurait été envoyé au satellite après son lancement, évidemment, et aussi d'avoir une radio communication qui soit versatile, donc que l'on puisse aussi reconfigurer en cours de vol. Donc jusque-là, pas forcément grand-chose de neuf, c'est pas encore quelque chose de très pratiqué. J'ai oublié le nom du projet porté par l'ESA, si je ne m'abuse, qui est assez similaire aussi, mais sur un OPSAT. satellite. Merci. Un projet, enfin, un satellite beaucoup plus conséquent en taille, si je me souviens bien. Au niveau radiologiciel, il y a eu d'autres projets aussi ESA, financés par l'Europe avec des personnes en Grèce, si je ne m'abuse. Donc tout cela, on sait que techniquement, ça peut tenir la route. Là, maintenant, l'idée, c'est de pousser le truc, ces choses-là, et voir comment on peut construire à partir de ça. Donc évidemment, il faut pouvoir reconfigurer une SDR, donc un Software Defined Radio, pouvoir communiquer avec un FlatSat, par exemple, pour la télémétrie et les commandes. Donc là, l'idée, c'est on inverse complètement les rôles. C'est le satellite en orbite qui sert de station sol, en fait, pour le satellite qui est resté sur Terre. De sorte qu'à terme, évidemment, l'ensemble vole. L'idée aussi, c'est de pouvoir communiquer avec des satellites tiers. Donc, en premier démonstrateur, on se posait la question, est-ce qu'on peut recevoir par notre satellite démonstrateur, par exemple, des satellites de type NOAA. On sait qu'ils sont assez vieillissants, ils sont sur leur déclin, on va dire, bien que parfaitement fonctionnels. Et du coup, on pourrait imaginer traduire les images par ce démonstrateur avant de le renvoyer par d'autres méthodes, d'autres protocoles plus récents, hein, que ce soit, si je sais pas, CCS, FTP par exemple, ou enfin des protocoles plus numériques, on va dire, et potentiellement plus rapides, ou en tout cas pour pouvoir les stocker et les renvoyer un peu plus tard. Enfin voilà, l'idée c'est de réfléchir autour de tout ça. Donc d'un côté, on commence à réfléchir sur le papier, l'aspect documentaire, commencer à mieux définir tous ces cas d'usage-là et le démonstrateur. Mais pour cela, on s'est dit aussi, oui, mais à un moment donné, on va avoir besoin de quelque chose au sol. Enfin, on va avoir besoin de cartes électroniques, de tester nos programmes, etc. Donc c'est là où on a voulu définir un banc d'essai au sol, mais finalement, on a étendu le projet à quelque chose de plus large. L'idée, ça a été de se dire, pourquoi on ne ferait pas des réseaux, ce qu'on appelle une space farm, qui mettrait à disposition un certain nombre de cartes électroniques, qui peuvent être évidemment diverses, encore une fois, mises à disposition par des entités. Donc, on pourrait imaginer des Fab Labs, on pourrait imaginer le CNES, on pourrait imaginer d'autres entreprises privées. Et quand on a accès à un space farm, on aurait accès en fait à plusieurs nœuds qui proposent donc l'accès à ces différentes cartes. Et l'idée derrière, c'est de faire de la réservation, c'est de faire du coup de pouvoir exécuter des choses, de pouvoir faire du débugage. Et puis après, en se disant ça, mais finalement, c'est très proche de ce qu'on voulait faire voler. C'est-à-dire pouvoir exécuter des choses à un endroit et à un autre et de les faire communiquer. Et donc, c'est ainsi que notre projet, qui au départ était d'avoir un cloud orbital, finalement, notre premier démonstrateur, c'était peut-être pas le satellite dont je viens d'évoquer auparavant, mais c'était peut-être d'avoir cette chose-là au sol et de le mettre en œuvre. Donc, c'est là où, rebelote, hein, on n'a finalement jamais que poussé plus loin l'ingénierie système qu'on avait commencé pour se dire maintenant, au lieu de faire un déploiement sur des satellites, on le fait sur des choses au sol, et avec en plus les autres contraintes qu'on avait indiquées de réservation, d'exécution de binaires en local, etc. etc. Alors pourquoi j'évoquais par exemple des entreprises privées, le CNES et puis des Fab Labs, c'est que l'idée derrière aussi, c'est de se dire potentiellement mon nœud ou mon pod, je pourrais le mettre à disposition de l'association fédération, par exemple le soir, puisque dans mon entreprise, personne ne fait tourner des choses sur ces cartes électroniques la journée, le soir. On l'utilise qu'en journée, donc du coup, on pourrait les mettre à disposition. Donc, ce qui était un projet au départ assez simple, banc d'essai, est devenu un projet en soi au sein du projet Phoenix. Et c'est là où les similitudes commencent à exploser et on voit beaucoup de choses. Donc déjà, on a commencé par faire un premier démonstrateur. Donc là, ce que vous voyez, c'est que dans une baie de serveur qui est au Technicshoop, donc c'est Fab Lab de Mulhouse,
dont Damien est adhérent, on a un peu contourné un des racks pour mettre, pour mettre un premier exemple de Space Node. Donc, un Space Node, c'est un hôte qui va mettre à disposition un certain nombre de pods, donc d'autres cartes électroniques, connectées via un switch router USB, donc qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre les cartes, et rajouter d'autres et partager d'autres cartes électroniques. Donc l'idée, par exemple, ici, ça serait d'avoir aussi un Arduino, d'avoir des cartes plus utilisées classiquement au niveau professionnel, je dirais, et puis aussi des clés SDR, typiquement, pour faire des tests radio, afin de pouvoir avoir un système qui émette un signal radio, l'autre qui le réceptionne, un troisième qui permette de faire du calcul sur ce signal reçu, et potentiellement de reboucler, etc. Donc ça, c'est la partie démonstration, enfin premier montage. Et ce qui est amusant, voilà, c'est aussi de pouvoir tester ces communications, puisque comme je l'ai dit, on va vouloir exécuter des choses, faire transférer du code, etc. Il y a plusieurs solutions qui existent, mais on a rejoint un autre projet porté par l'AMSAT, qui est le CubeSat Simulator. Donc on s'est mis aussi à construire ce CubeSat Simulator, et l'idée, c'est de le raccorder donc, en tant que pod et le mettre à disposition, pour tester déjà purement d'un point de vue éducatif, mais aussi pour pouvoir tester d'autres protocoles de communication typiquement, et pouvoir le programmer. Donc maintenant, si on se concentre juste sur le Space Node, hein, donc pas le Space Farm qui va lui se connecter à plusieurs Space Nodes, mais le Space Node, c'est vraiment la machine haute locale qui va mettre à disposition d'autres choses. Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a voulu se baser sur des choses microservices, hein, architecture microservices. Pourquoi? Parce que déjà évidemment pour la flexibilité, et puis parce qu'on part complètement dans le flou. Donc on s'est dit aussi que ça va être le plus simple pour pouvoir tester, adapter. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, on veut s'adresser au Fab Lab de sorte à avoir un maillage plus grand et un partage plus grand des cartes électroniques. Et on sait aussi que dans les Fab Labs, on aime bien bidouiller, adapter localement, potentiellement détourner des choses. Donc, on en est venu à faire en fait plusieurs services qui vont discuter autour d'un message broker de type NAT. Alors, Docker, c'est peut-être un peu plus lourd par rapport à la grosseur des services qu'on veut faire là, mais du coup, on a une certaine flexibilité où chacun va pouvoir l'adapter. Donc là, on voit qu'on a un UCouche service, c'est lui qui va gérer le matériel, là en bleu, c'est le switch app. Donc on peut éteindre ou allumer indépendamment chacun des ports USB de cela. On va avoir un autre service après par type de carte. Donc par exemple un SDR key service pour des clés de type de marque RTL SDR. On pourrait avoir un autre service pour le CubeSat Sim qui va gérer spécifiquement la carte électronique CubeSat Sim. Et puis l'idée, au fur et à mesure, c'est d'enrichir avec de l'Arduino, du Raspberry Pi, des FPGA, des FRDM, et peut-être d'autres aussi plus logiciels. Là aussi, ça peut être intéressant par rapport aux différentes solutions logicielles au cloud classique. On connaît tous les lambda proposés par Amazon, par exemple, ou les concepts équivalents dans les autres cloud providers. Mais il y a quelque chose où là, on va avoir un SDK par langage. On a aussi peut-être des choses qui vont se dégager autour de Wasm. Wasm qui est un bytecode, une spécification de bytecode plus optimisée que le JavaScript. Initialement, uniquement disponible dans les navigateurs, mais il y a de plus en plus de cloud providers qui vont fournir des lambdas qui vont prendre du Wasm. L'avantage du Wasm, c'est que les langages tels que Rust, Go, C++, C, etc., ont maintenant tous des targets Wasm, et on va avoir un bytecode qui va être beaucoup plus efficace à exécuter avec des interpréteurs faible empreinte mémoire, etc. Donc, on pourrait tout à fait envisager utiliser ceci comme langage générique, on va dire, pour être compatible sur plusieurs plateformes, ou même pour le fournir en vol, tout en sachant que l'overhead de consommation va être relativement faible. Du coup, on voit bien qu'il y a plusieurs choses qui commencent à converger et qui soulèvent des questions. En quoi ce qu'on voulait faire tourner en orbite est différent du cloud local ou pas. Donc typiquement sur notre cloud, sur notre Space Node, on va aussi atteindre des services de type S3, donc pour faire du data storage.
et faire communiquer, par exemple, ce que le CubeSat SIM va émettre comme protocole. On peut imaginer que ça soit purement enregistré sous format d'un fichier son, par exemple. Il va le rejouer. À l'inverse, la SDR Key, elle peut enregistrer un flux radio, donc IQ, dans le data storage, qui sera retraité par un autre par ailleurs. Mais on voit que là, il y a convergence dans certaines choses. Donc maintenant, si je veux faire voler l'équivalent de tout ça, alors évidemment, on ne va pas mettre du Docker en orbite, ça me semble un peu trop utopique. Par contre, quel devrait être l'équivalent? De même, le S3, quel est l'équivalent orbital qui serait plus efficient? Donc tout ça, ça va être des bonnes questions. Bon, je vais passer très rapidement sur ce slide, mais l'idée, c'est évidemment, hein, chacun des services ne discute pas entre eux, mais vont toujours passer par le message broker, et l'idée, ça va être de standardiser en fait ce type de message. L'avantage aussi de faire ça, c'est que là, on est complètement en cours d'exploration, et une fois qu'on aura réussi à faire tout ça au sol, bah, finalement, les messages, le typage des messages, le contenu des messages là, on saura que c'est aussi celui-là qu'il faudra faire voler en orbite. Donc, il faudra après se poser la question, comment faire envoyer ces messages-là efficacement entre différents nœuds et comment les implémenter au sein d'un même satellite, typiquement. Donc maintenant, j'évoquais S3 au préalable. Si maintenant, c'est mon satellite en MEO là, qui est le data storage, comment faire évoluer efficacement, faire transférer les données efficacement entre ce premier satellite qui en aurait besoin et celui-là qui est data storage? Mais du coup, ça lève la question, si je cherche à le faire efficacement en vol, pourquoi le côté efficace ne pourrait pas être se retrouver au sol? Donc on voit là qu'il y a une boucle complète entre les réflexions qu'on a au sol, ce qui pourrait voler et quel pourrait être le retour par la suite. Donc tout ça, c'est toutes des expérimentations qui seront à mener, hein. On en est vraiment qu'au stade où on se pose les questions et où on se rend compte un peu des potentialités à la fois au sol et en vol de ce qu'on est en train de faire et des questions qu'on est en train de se poser. D'autant plus que quand on regarde, donc là c'est un extrait de schéma d'un article d'Amazon, hein, vous avez l'URL en bas de slide, qui est l'observation automatisée justement de satellites de type NOAA, donc d'observation géographique, complètement par l'offre Amazon Ground Station. Donc Amazon, hein, non seulement met des serveurs à disposition, mais maintenant met aussi à disposition des stations sol. Ils ont quelques stations sol qu'on peut réserver et on peut enregistrer plusieurs satellites d'ailleurs en même temps. Donc c'est pas juste une réception, pardon. Et ce qu'on se rend compte, c'est que, encore une fois, vous voyez, tout le schéma là, on retrouve les lambdas, etc. Et finalement, c'est exactement ce qu'on voudrait faire à terme, mais en vol. Donc, quelque part, on est en train de reprendre les mêmes concepts que le cloud classique, et vouloir le faire en orbital, mais de manière plus efficiente du point de vue puissance, énergétique, on va dire. Donc, beaucoup de questions sur ces sujets-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une grande convergence des concepts sol-orbite, avec une fertilisation croisée possible sur l'efficience et l'efficacité des implémentations. Beaucoup de choses aussi, beaucoup de questionnements, vous voyez, sur la partie transposition des implémentations. Quelles sont les implémentations qui seraient portables dans un sens et dans l'autre, et réciproquement. Et puis, vous l'aurez entendu, il y a encore plein de questions ouvertes, hein, puisque les questions qu'on se pose classiquement sur le cloud, telles que l'observabilité, le monitoring, les protocoles, on va les retrouver là. Et quelle différence aussi faire entre typiquement la télémétrie actuelle des satellites, ce qu'on appelle télémétrie au sens software dans le cloud, c'est-à-dire le monitoring pour le moment, parfois un peu brut d'ailleurs, comment le rendre plus efficace pour pointer juste ce qu'on a besoin, pas saturer les communications radio avec la station sol. Sans parler de l'observabilité, hein, j'imagine que vous en avez tous entendu parler aussi de cette problématique-là. Quand on fait tourner des systèmes à différents endroits, le tout n'est pas de monitorer localement chacun des nœuds indépendamment, mais comment avoir une observabilité complète de notre chaîne de traitement. Donc tout ça, voilà, ce sont de nombreuses questions qui se posent à nous. Et pour finir, merci. Hein, donc,
classiquement, comme l'a dit Damien, nous sommes tous des bénévoles, donc vous êtes les bienvenus aussi. Vous êtes aussi les bienvenus, ne serait-ce que pour échanger sur les idées. On a, ah bah tiens, j'ai oublié de mettre le forum d'ailleurs dans le lien. On a aussi un forum pour discuter, hein, qui est ouvert à tout le monde sur ces sujets-là, et n'hésitez pas à échanger. Merci pour votre attention. Et Damien a mis le lien vers le forum dans le chat. Merci à vous pour la presse. On va passer aux questions. Alors, sur le chat, je n'en ai pas vu encore. Peut-être dans la salle. Je tourne ma caméra pour le coup. Voilà, vous voyez. Non. Tout le monde est estomaqué. Voilà. On n'est pas encore à bon niveau de réflexion, je pense, sur le sujet. Ah si, il y a une petite question. Oui, quelle est la prochaine étape pour vous pour l'arrivée à embarquer votre système effectivement dans l'espace? Est-ce que vous avez des pistes? Alors des pistes, oui et non, on va dire. En tout cas, on voit le chemin, il est assez classique. D'autres l'ont balisé aussi avant nous, hein. Donc au moins pour le premier démonstrateur qu'on avait évoqué, ça, il nous semble tout à fait faisable. Après, il est clair que ça demande aussi un certain niveau d'expertise. Alors, on a la chance d'être accompagné par le CNES et donc de vos pairs, en fait, hein, dans d'autres domaines. Donc, l'étape, ça va être surtout de faire cette première expertise au sol, voir comment au sol diminuer la consommation sur des premiers cas d'usage assez réduits, mais déjà à forte valeur ajoutée tout de même. Mais en termes technologiques, je dirais qu'il y a déjà eu beaucoup d'expérimentations, y compris avec OPSAT, hein, qui montrent que c'est tout à fait viable. Donc le but, ça va être surtout de voir ça va être je pense que l'étape clé, l'étape tournant, on va dire, avant d'un passage à l'échelle, ça va être de voir les différents types de nœuds disponibles, puisque, comme je l'ai dit, ça va être hétérogène. Donc, quelle va être la granularité de stockage, capacité de stockage local, de capacité de traitement local nécessaire pour avoir une efficacité globale en fait, des choses. Je pense que ça va être l'étape un peu primordial dans cela. Je crois que sinon, là, le balisage, enfin, c'est clair, mais par contre, ça demande du temps humain qu'on n'a pas forcément. Donc, c'est vrai que la vélocité de réalisation n'est peut-être pas optimale de ce point de vue-là. En fait, c'est vrai que là où, au tout début du projet, on se disait, allez, il faut viser absolument, faut se mettre en objectif la mise en orbite d'un premier démonstrateur à horizon, c'était 2 ans, hein, on se fixait, on espérait 2023 en point de départ. Et clairement, là, aujourd'hui, on est plus dans un mode où, allez, faisons-le fonctionner au sol, surtout qu'il y a une viabilité claire directement au sol du système. On l'a vu, ne serait-ce que d'avoir de la capacité de calcul partagée dans des Fab Labs en mode très distribué. Alors, on imagine aussi le système de facturation derrière. Hein. Parce que globalement, comment je mets qui va être nécessaire aussi en vol, puisque je vais mettre à dispo des ressources, concrètement, comment la personne qui exploite ces ressources, enfin l'entité qui exploite ces ressources se fait rémunérer pour sa mise à disposition de ressources. Ça, c'est un des points, donc ça peut très bien être expérimenté au sol et ça a du sens dans un environnement Fab Lab de dire tiens, j'ai mon cluster de calcul à tel endroit, à l'Electrolab à Nanterre, ou j'ai le mien à Artilect à Toulouse. Comment est-ce que je peux mettre ça à dispo? Et ensuite, en fait, justement, OPSAT, finalement, nous semblait être un bon truc à partir du moment où on a on a du code qui fonctionne bien et un système qui fonctionne bien. Finalement, utilisons un système déjà en orbite. OPSAT semble un super point. Et une fois que c'est validé avec OPSAT ou son remplaçant ou un équivalent, et une fois que ça c'est validé, ensuite on aura clairement quelque chose un dossier hyper bien bordé pour dire allez maintenant allons-y avec notre propre démonstrateur 2U, 3U, etc. Voilà. En fait, c'est un peu comme d'ailleurs les grands cloud providers fournissent déjà aussi pour certains des cartes, l'accès à des systèmes embarqués ou alors à des GPU. Donc le système, globalement, l'approche est un peu similaire, sauf que là, c'est un petit mix de plusieurs capacités qu'il nous faudra à chaque fois et il va falloir trouver l'optimum pour les cas d'usage présentés.
Merci. Alors peut-être juste pour finir et ouvrir encore d'autres perspectives, puisque c'est vrai qu'on évoquait d'autres aspects. L'autre aspect aussi que vous pouvez imaginer, parce que la dernière question avait été sur la confidentialité dans le talk précédent. Là, je dirais que le gros avantage aussi d'un cloud orbital comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'accès physique. On peut aussi se poser la question sur ce que ça apporte comme du point de vue sensibilité, confidentialité des données, etc. Et je vais laisser la porte ouverte sur cette dernière question. Ok, on note la question pour Gilles. On pourra l'y reposer dans la presse suivante. Ah ben tiens, sans transition, c'est l'heure de la pause. C'est l'heure du café. On se retrouve à